Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui à cette webconférence dédiée aux élections du Comité social et économique, autrement appelé le CSE. Que vous soyez employeur, membre de la direction, représentant du personnel ou futur candidat, les élections du CSE sont un moment fort de la vie de votre entreprise. Elles définissent la composition et le fonctionnement de l'instance qui représentera les intérêts des salariés pendant plusieurs années. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée par Kevin. Voilà. Kevin, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Kevin Lemoyec, je suis juriste spécialisé en droit social, droit du travail, chez Jury Travail depuis 2019 et c'est toujours un plaisir de tous vous retrouver sur chacune de nos webconférences. Merci Kevin et c'est un plaisir aussi pour nous de te retrouver. Ça faisait quelques mois qu'on ne t'avait pas vu et tu nous as beaucoup manqué. Sur le chat, Exactement. sur le chat, je suis accompagnée par Marine. Bonjour Marine. Marine sera là pour répondre à vos questions, interrogations et vous orienter vers les contenus de Jury Travail si vous en avez le besoin. Alors, durant cette session, nous allons explorer ensemble les enjeux, les étapes clés, les bonnes pratiques pour organiser et mener à bien ce processus électoral. Alors, si vous êtes à la recherche d'informations sur la mise en place de ces élections, sur les obligations légales ou que vous souhaitiez juste en savoir plus sur les rôles, les responsabilités, comment se présenter, cette webconférence est faite pour vous. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence dans le petit onglet chat. Et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin de la webconférence. Notre objectif est simple, on souhaite que vous repartiez avec une compréhension claire et opérationnelle des élections du CSE. Avant de commencer, je vais prendre quelques minutes quand même pour vous présenter notre entreprise. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, en gestion des ressources humaines, qui accompagne les employeurs, les salariés et aussi les CSE dans leur démarche juridique. C'est une équipe de 50 juristes qui sont tous Bac+5. 700 avocats aussi nous accompagnent. On adresse tous les droits, que ce soit le droit social, le droit fiscal, le droit des sociétés. Et on a 3000 abonnés qui utilisent nos services. Et d'ailleurs, nos services, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement, plusieurs abonnements d'ailleurs, qui vous permettent de contacter un juriste comme Kevin, qui pourra répondre à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pouvez aussi accéder à l'ensemble de nos dossiers, de nos modèles de lettres et nos modèles de contrats qui sont à jour des dernières lois. Et vous pouvez profiter des conventions collectives, car nous avons un partenariat avec Légifrance qui nous permet d'avoir des conventions collectives à jour des derniers accords. Sans plus tarder, passons au sommaire. Donc, cette webconférence sera en 3 grandes étapes. La mise en place du CSE, comment être candidat, les votes et les résultats. En dernière étape, on aura un vrai-faux avec plusieurs questions que posent souvent nos clients lorsqu'ils nous appellent. Donc, Kevin, sur la mise en place du CSE, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quand une entreprise doit-elle mettre en place un CSE? Bien sûr, alors c'est très simple. La mise en place du CSE devient obligatoire dès lors que l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Quand on parle de 11 salariés, c'est 11 équivalents temps plein. On parle toujours en équivalent temps plein à ce niveau-là. Donc, il faut avoir ce nombre de salariés sur les 12 mois précédents pour savoir si, oui ou non, on met en place ce CSE. Le nombre de salariés sera également très important parce que ça va permettre de fixer le nombre d'élus, de représentants du personnel à élire. Ce nombre d'élus va varier en fonction du nombre de salariés qu'il y a eu dans l'entreprise en moyenne au cours des 12 derniers mois. Et ces 12 derniers mois, on les fait partir à compter de la date du premier tour de scrutin. C'est un petit peu complexe. Il faut estimer un petit peu le nombre de salariés qu'il y aura au premier tour de scrutin et on fait la moyenne sur les 12 derniers mois pour savoir combien il y a de salariés équivalents temps plein en moyenne pour avoir le nombre d'élus à avoir. Ça marche. Merci, Kevin. La deuxième question, un salarié peut-il demander à son employeur de mettre en place un CSE? Bien sûr, ça peut arriver dans certains cas que l'employeur soit un petit peu défaillant, entre guillemets, et qu'il ne mette pas en place le CSE pour X ou Y raison, que ce soit un simple oubli ou une intention frauduleuse. Dans un tel cas, tout salarié de l'entreprise peut demander à son employeur la mise en place de ce CSE. Et dans ce cas-là,
l'employeur doit engager la procédure électorale dans le mois suivant la réception de la demande. C'est pourquoi le salarié, dans ce cas-là, qui en fait la demande, doit le faire par courrier recommandé ou lettre mise contre décharge pour pouvoir fixer une date certaine à cet envoi. Et l'employeur a un mois, non pas pour faire l'élection, mais pour engager le processus électoral du CSE. Donc organiser les élections, quoi, finalement. Exactement. Ok. Et du coup, quel calendrier les entreprises doivent-elles respecter pour organiser justement les élections du CSE? Alors, pour pouvoir organiser les élections du CSE, donc s'il y a des abonnés parmi nos membres, n'hésitez pas à télécharger notre modèle de calendrier pour les élections du CSE, dont je vous ai mis le lien par chat. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ou sinon ce modèle est compris dans les dossiers que nous mettons en avant lors de cette webconférence. Donc, au niveau du calendrier à respecter, dans un premier temps, c'est 90 jours avant la date prévue du premier tour, il faut informer le personnel de l'entreprise sur l'organisation de ces élections. C'est la priorité. 90 jours maximum avant, on informe les salariés. Ensuite, alors, on est souvent dans des renouvellements, donc c'est 2 mois avant l'expiration des mandats ou 1 mois après la demande d'organisation d'élections par un salarié d'une organisation syndicale. On informe les organisations syndicales. Cette information des organisations syndicales, elle est faite pour leur dire qu'il y a ces élections qui ont lieu déjà, et également pour les inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, après cela, minimum 15 jours après cet envoi, on fait une réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral. Évidemment, si des syndicats répondent, s'il n'y a aucun syndicat ne répond, cette étape saute. Ensuite, après cette négociation du protocole d'accord préélectoral, on affiche ce protocole. Et ensuite, on affiche les listes électorales jusqu'à 4 jours avant le scrutin, ou autre si le protocole prévoit autre chose. Et ensuite, on a la réception des candidatures, l'affichage des listes de candidats et le vote. Sachant qu'on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais sachant que le protocole d'accord préélectoral peut prévoir pas mal de choses supplémentaires, notamment au niveau des délais. Donc toujours à vérifier ce que prévoit le protocole. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Ça marche, merci. Et du coup, donc là, on parle du cas où c'est la création d'un CSE, est-ce que ce calendrier est identique dans le cas de renouvellement d'un CSE? Oui, on va avoir sur le renouvellement du CSE un calendrier similaire. Ce qu'il faut retenir quand on est dans le cadre d'un renouvellement, c'est que ce processus électoral qui doit être enclenché, donc ce qu'on vient de voir au niveau de ce calendrier, doit se déclencher 2 mois avant l'expiration des mandats. Alors, cette expiration des mandats, c'est la date anniversaire des mandats, donc l'élection précédente plus 4 ans. Donc, 2 mois avant, il faut enclencher ce processus électoral. Et peu importe que ça revienne à avoir des élus, je dis n'importe quoi, mais par exemple, 1 mois après, alors que les mandats précédents ne sont pas finis. Ce n'est pas grave. Le mandat de ces nouveaux élus commencera à la fin des mandats précédents. Donc, il faudra vraiment attendre la fin des anciens mandats pour que les nouveaux élus se mettent en place. Ce qui est important, c'est de respecter ce délai de 2 mois avant l'expiration des mandats, peu importe si ça entraîne une élection avant l'expiration. Il faut que ce processus électoral soit enclenché 2 mois avant. Ça, c'est très important, sinon c'est un délit d'entrave. Ok, ouais. Effectivement. Qui participe justement à la négociation du protocole d'accord préélectoral et qu'est-ce qui contient ce fameux PAP? Alors ça, c'est un gros sujet. Déjà, qui doit participer? Ce sont des syndicats. Ce sont les syndicats qui viennent négocier le protocole d'accord préélectoral. Donc, au niveau des syndicats, on va être sur des syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise. Donc, ce sont des syndicats qui sont déjà présents dans l'entreprise. Vous avez un délégué syndical dans l'entreprise. Donc, eux, ils sont invités, forcément.
Mais il ne faut pas oublier non plus les syndicats représentatifs au niveau national. Donc ça, qu'il y ait des syndicats déjà dans l'entreprise ou qu'il n'y en ait pas, il ne faut pas les oublier, surtout quand il n'y en a pas. Donc les syndicats représentatifs au niveau national, ce sont ce qu'on appelle les 5 grands, c'est-à-dire la CGT, la CFDT, la CFTC, FO et la CGC pour les cadres. Et il faut également vérifier les syndicats représentatifs dans la branche, donc au niveau de votre convention collective. Pour savoir lesquels sont visés, il faut vérifier au niveau des arrêtés de représentativité qui listent les syndicats représentatifs dans la branche. Donc là aussi, si vous êtes abonné, ce n'est pas toujours très facile à trouver. Si vous êtes abonné, vous nous passez un coup de téléphone et on vous donnera la liste des syndicats représentatifs dans votre branche. Donc ce sont les syndicats qu'on invite à cette négociation de protocole d'accord préélectoral. Et pour les inviter, l'employeur doit leur faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion qui est prévue, et également 2 mois avant l'expiration du mandat, si on est sur un renouvellement. Donc il doit faire parvenir à l'ensemble de ces syndicats un courrier dans lequel il va devoir préciser des éléments obligatoires. Ce sont des éléments qui ont été rajoutés par une loi en mai ou en juin 2004, qui désormais est codifiée à l'article D2314-1-1 du Code du travail. L'employeur doit adresser au syndicat le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que la désignation de l'établissement, l'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, ainsi que le lieu, la date et l'heure de la première réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral. Okay. En plus de tout ça, il peut rappeler la date prévue pour l'élection du premier tour. Donc ça, c'est très important, c'est quelque chose de nouveau qui a quelques mois, parce qu'avant, l'employeur prévenait les syndicats, mais il n'y avait pas de mention obligatoire dans son courrier. Donc pour éviter, par exemple, un employeur omette de préciser son nom, pour éviter que des syndicats viennent, la loi a imposé des mentions obligatoires. Donc une fois qu'on a invité tous ces syndicats à venir négocier, les syndicats viennent pour la négociation de ce protocole d'accord préélectoral, ou ne viennent pas. S'ils ne viennent pas, l'employeur élabore ce protocole seul. Et s'ils viennent, donc dans ce cas-là, il va falloir négocier tout un tas de sujets. Donc on va avoir essentiellement les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Donc ça veut dire quand est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on vote, à quelle heure. C'est un petit peu quelque chose un peu fourre-tout. Vous avez également la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et au sein des collèges électoraux. Donc, est-ce qu'on a nos 3 collèges, employés, employés ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, cadres? Est-ce qu'on fait un collège cadre et un collège non cadre? Est-ce qu'on fait un collège unique? Donc ça, c'est quelque chose qui va se négocier. Le cas échéant, quand on est sur des CSE d'établissement, la répartition des sièges entre les différents établissements, les différents collèges. Et également, alors ce n'est pas vraiment une négociation, mais on va mentionner la proportion d'hommes et de femmes qui composera chaque collège électoral, vu qu'il faut assurer une certaine parité. Ce n'est pas du 50-50, hein, ça dépend de la proportion d'hommes et de femmes qu'il y a au sein de chaque collège. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument négocier. Mais on peut aussi rajouter d'autres choses. Par exemple, on peut négocier un nombre de sièges supplémentaires. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur une entreprise qui est actuellement à 100 salariés, mais qui se développe à toute vitesse. On sait que dans 2 ans, on sera à 500 salariés. Donc, on peut négocier d'ores et déjà un nombre de sièges supplémentaires. On peut également négocier des nombres d'heures de délégation supplémentaires. Donc, tout ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut négocier. C'est d'autant plus important, je reviens sur le nombre de collèges électoraux, c'est d'autant plus important qu'il faut un accord unanime des syndicats et des partis lorsqu'on veut modifier le nombre de collèges électoraux. Autrement dit, si on veut un collège unique, imaginons que vous êtes dans une entreprise de 30 salariés, vous n'avez pas envie d'avoir 2 collèges, vous voulez avoir un collège unique parce que vous savez que vous n'allez par exemple pas avoir de candidat cadre.
Pour pouvoir avoir un collège unique, il faut absolument un accord lors de ce protocole d'accord préélectoral. D'où l'importance, même pour l'employeur, de négocier cela, parce que parfois, ce n'est pas facile à gérer quand on a plusieurs collèges, il y a un manque de candidats. Donc, pour avoir ce collège unique, ce qui est assez fréquent, il faut nécessairement avoir cet accord. Il y aura une exception, collège unique, lorsque vous avez moins de 24 salariés, vous avez forcément un collège unique, parce qu'il n'y a qu'un seul élu. Donc ça, c'est la seule exception. Autre chose qui n'est pas vraiment une exception, il faut toujours se rappeler quelque chose qui est totalement logique. Il ne peut pas y avoir de collège électoral sans salariés éligibles. Si on fait nos 3 collèges et qu'il n'y a aucun cadre, il ne peut pas y avoir de collège cadre. Il faut forcément un salarié éligible pour que ce collège soit créé. Donc ça, c'est très important. Le protocole d'accord préélectoral va permettre de négocier pas mal de choses, et notamment sur le nombre de collèges et la répartition au sein de ces collèges. Très important avant de passer sur la question suivante. Lorsqu'on a au moins 25 cadres, il faut nécessairement avoir un collège cadre. Ça, c'est d'ordre public. Même un accord ne peut pas supprimer le collège cadre. Donc, entreprise de 50 salariés, 26 cadres, on veut faire un collège unique, ça n'est pas possible. Okay. Il faudra nécessairement avoir un collège cadre et un collège non cadre. Et pour répondre à une question qui est passée, au niveau s'il n'y a pas de délégué syndical, il faut inviter, non pas convoquer, tous les syndicats représentatifs. On ne choisit pas ces syndicats, on invite les syndicats représentatifs au niveau national et dans la branche. Même si souvent sont un peu les mêmes, au niveau de certaines branches d'activité, vous avez des syndicats catégoriels qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, pensez systématiquement à vérifier l'arrêté de représentativité au niveau de chaque syndicat, de chaque convention collective, pardon. C'est très important de le vérifier parce que si vous les oubliez, ça peut être très problématique par la suite. Et j'ai une question. Si jamais, par exemple, comment tu invites les organisations syndicales? C'est par courrier recommandé ou juste un courriel, ça peut aller? Alors, le courrier recommandé est quand même plutôt recommandé pour des raisons de preuve, parce que s'il y a des oublis de syndicats, on peut toujours reprocher un délit d'entrave derrière. Okay. Donc, au moins, le courrier recommandé permet de s'assurer de la preuve, même si le mail laisse des traces écrites. Le mail ne permet jamais de prouver ni la réception, ni par qui. Ok. Ouais, donc le protocole d'accord préélectoral, il est très important. Et donc tu disais que la nouveauté, c'est bien de spécifier le nom, l'adresse de l'employeur, la désignation de l'établissement. Donc nous, ce serait jury travail, Benjamin Pourquier, l'intitulé, l'identifiant de la convention collective. Donc pour nous, ce serait Syntec, le lieu, la date, l'heure de la première réunion. Je ne sais pas quand ça aura lieu, mais voilà. Exactement. Okay. L'identité de l'employeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude. La convention collective, c'est parce que vous avez au niveau surtout des syndicats nationaux, ils ont différentes branches. Et nous, par exemple, au niveau de la Syntec, ils renverront ça à des gens plutôt spécialisés. S'ils ont plusieurs éléments, quelqu'un plutôt spécialisé dans la branche des bureaux d'études. Ça marche. Merci beaucoup, Kevin, c'est très clair. Donc, nous avons fini cette première partie sur la mise en place du CSE. Nous allons passer donc à la suivante sur le fait d'être candidat. Et la première question qu'on va se poser, c'est qui peut se présenter aux élections du CSE? Alors, qui peut se présenter aux élections du CSE? Le premier point, le plus important, c'est un salarié de l'entreprise. Quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise, évidemment, ne peut pas se présenter aux élections du CSE. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange comme précision, mais c'est que la question peut se poser quand vous avez des salariés qui sont en cours de préavis. Tant que le salarié n'a pas quitté l'entreprise, il peut toujours candidater aux élections du CSE. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est d'être majeur. Il faut forcément avoir 18 ans pour pouvoir jouir de ses droits civiques. C'est une disposition là aussi qui est dite d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger, peu importe la façon dont on s'y prend, c'est 18 ans, c'est pas plus, c'est pas moins. Donc il faut avoir 18 ans, être salarié de l'entreprise et jouir de ses droits civiques. Alors ça, c'est plus compliqué. Jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire de ne pas avoir fait l'objet d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité des droits civiques. C'est lié systématiquement à des condamnations pénales qui font perdre
à des citoyens leurs droits civiques, notamment le droit de vote pour des élections classiques, municipales, présidentielles, législatives, mais également pour les élections du CSE. Alors ça, c'est très bien de dire ça, mais la problématique, c'est comment savoir si un salarié dispose de ses droits civiques ou pas, parce que l'employeur n'a absolument pas le droit pour ça de demander la production d'un extrait de casier judiciaire, ni la production d'une carte d'électeur. Donc en réalité, un salarié qui ne dispose pas de ses droits civiques, théoriquement, ne peut pas voter, mais l'employeur, pour opérer cette vérification, il n'a pas vraiment beaucoup de solutions. La seule solution qu'il pourra avoir, ce serait d'aller consulter la liste électorale de la mairie dans laquelle le salarié serait inscrit. Ça, tout le monde peut consulter les listes électorales. Bon, le problème, c'est que on peut avoir l'adresse du salarié, mais on n'est pas forcément sûr que le salarié est vraiment inscrit sur les listes électorales de la ville dans laquelle il réside, s'il a déménagé ou s'il n'a jamais fait le changement d'adresse. Donc, c'est toujours assez complexe parce qu'imaginez, vous avez un salarié, vous avez son adresse sur La Rochelle, vous allez consulter les listes électorales sur La Rochelle et vous ne voyez pas son nom, sauf que peut-être qu'il est inscrit encore sur Bordeaux. Donc, c'est toujours un petit peu délicat, ce genre de choses. Il y a une autre possibilité qui est beaucoup plus simple à ce niveau-là, qui est tout simplement Internet. Le site service public vous permet de vérifier l'inscription de n'importe quel électeur à partir du moment où vous avez un certain nombre d'informations personnelles, notamment les noms, prénoms, deuxième prénom, date de naissance, lieu de naissance, ce que souvent l'employeur a. Et sur service public, vous pouvez vérifier l'inscription de n'importe quelle personne sur les listes électorales. D'accord, je ne savais pas. Ça marche. Merci beaucoup, c'est très clair. La deuxième question, c'est par rapport au calendrier. Comment et quand faire acte de candidature? Alors ça, le Code du travail est totalement muet sur ce sujet. En réalité, il faut tout simplement vérifier le protocole d'accord préélectoral qui va justement dire comment on se porte candidat et quand est-ce qu'on peut le faire. Alors le comment, ça peut être par mail, par courrier. Vérifier le protocole, c'est lui qui précisera tout. Et quand, il donnera la date d'ouverture des candidatures et la date de clôture. Il est toujours intéressant, quand on négocie le protocole d'accord préélectoral, de privilégier les candidatures par mail. Parce que l'avantage du mail, c'est que, déjà c'est plus simple, ça évite de payer un recommandé pour les salariés et de se déplacer dans un bureau de poste, même si on peut faire ça en ligne maintenant, mais ce n'est pas toujours forcément intuitif quand on veut le faire. Et surtout, quand on négocie ça, ça permet de, je vous dis n'importe quoi, vous permettez les inscriptions jusqu'au 5 novembre à 18h. Et bien, si vous êtes par mail, vous pouvez le faire le 5 novembre à 17h30, vous pouvez toujours vous porter candidat. Si vous faites ça par courrier, ben le problème, c'est que ça dépend un petit peu de quand est-ce que la Poste va relever le courrier. Parce que c'est le tampon qui se parfois. Donc le mail est toujours plus intéressant, d'autant plus que même pour l'employeur, le problème de l'envoi du courrier, c'est que, imaginez que ça mette 4 jours à arriver à l'entreprise, ben, si le tampon de la Poste est bon et que vous aviez déjà préparé vos candidatures, ben, il va peut-être falloir recommencer. Donc c'est pour ça que les candidatures par mail sont toujours beaucoup plus simples et pour tout le monde, c'est plutôt à privilégier. Très clair, merci beaucoup. Bénéficie-t-on du statut de salarié protégé dès le dépôt de la candidature? Et si oui, pendant combien de temps? Alors oui, on bénéficie du statut de salarié protégé dès lors qu'on dépose sa candidature pour éviter toute forme de, pas trop utiliser ce terme, mais de vengeance quand ça se passe mal dans une entreprise, de représailles. Le Code du travail a imposé une protection du salarié, de tout candidat, que ce soit au premier ou au second tour de l'élection du CSE. Tous les candidats bénéficient d'une protection qui dure 6 mois. Et le point de départ de cette protection de 6 mois, elle est fixée à partir du dépôt de la candidature. Donc, ce n'est pas forcément à compter de l'élection, c'est vraiment à compter du dépôt de la candidature que le salarié bénéficie de cette protection. D'accord. Merci. Qui peut se présenter au premier tour et qui peut se présenter au second tour? Alors, qui peut se présenter au premier tour? Il faut toujours garder à l'esprit un petit peu qu'est-ce que c'est ce premier tour, ce second tour, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Nous qui avons l'habitude dans nos élections classiques,
en France d'avoir une élection au premier tour avec tout un tas de candidats et un deuxième tour avec une liste plus restreinte de candidats. Le CSE, ça ne se passe pas du tout comme ça. En réalité, vous êtes sur 2 tours, mais le premier tour, en réalité, est réservé aux syndicats. C'est ce qu'on appelle le monopole syndical. Donc, seules des listes présentées par des syndicats peuvent se présenter au premier tour. Et personne d'autre. Tout salarié qui voudrait présenter une liste qui n'est pas tamponnée, on va dire, par un syndicat, est obligé d'attendre le second tour. Premier tour réservé aux syndicats. S'il reste des postes, que ce soit au niveau des suppléants ou des titulaires, s'il reste des postes, un second tour est ouvert. Et lors de ce second tour, les candidatures sont dites libres. Donc, tout salarié peut se présenter, même sans affiliation syndicale. Ok. Comment est composée la liste des candidats entre les parités, les collèges, les titulaires, les suppléants? Comment ça marche? Alors, les listes des candidats, vous avez toujours beaucoup de listes. Parce qu'en réalité, vous avez peut-être plusieurs collèges, en fonction de ce qui a été négocié dans votre protocole d'accord électoral. Et vous avez également des titulaires et des suppléants. Donc, en réalité, vous avez une liste qui est établie pour chaque catégorie de personnel, donc pour chaque collège. Et vous avez également des listes différentes entre les titulaires et les suppléants. Donc, forcément, ça peut faire parfois beaucoup de listes. Donc, chaque candidat qui veut se présenter doit se présenter sur une liste dans un collège électoral. On ne peut pas se présenter dans plusieurs collèges électoraux. Et il faut se mettre sur une liste en tant que titulaire ou en tant que suppléant. Alors attention, il n'est pas interdit de se présenter sur les deux. On ne peut pas se présenter sur 2 collèges différents. Par contre, on peut se présenter à la fois en tant que titulaire et en tant que suppléant. Sachant que si on est élu sur les 2, il faudra choisir. Donc, on fait plusieurs listes de candidats en fonction de ces collèges et de ce titulaire ou suppléant. Et si on n'arrive pas à remplir tous les postes, eh bien, ce n'est pas grave, les listes incomplètes sont possibles et on ne peut pas interdire la présentation d'une liste incomplète. La seule exception qu'il y a à ce niveau-là, c'est lorsqu'un, notamment un syndicat, voudrait contourner les règles de la parité en présentant des listes électorales incomplètes pour ne pas respecter la parité. Ça, la jurisprudence a dit non, ce qui est assez logique, mais c'est vraiment parce qu'il y avait une intention frauduleuse derrière. Mais sinon, une liste incomplète peut être présentée sans aucun problème. Et donc, du coup, si la liste est incomplète pour les titulaires et incomplète pour les suppléants, le suppléant viendra compléter la liste des titulaires. Exactement, parce que dès lors qu'il va être élu, de toute façon, il va forcément intégrer les titulaires. Ouais. Le refus d'un suppléant d'intégrer la liste des titulaires, ça équivaut à une démission. D'accord. Donc, il n'aura pas le choix. Ok. Très clair. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de candidature? Alors, s'il n'y a pas de candidature, il y a ce qu'on appelle une carence. Alors, attention, la carence, elle se mesure à la fin du processus. Donc, l'employeur fait son premier tour, aucun candidat, ce qui, souvent, dans les petites entreprises, est assez fréquent parce qu'il n'y a pas de syndicat implanté. D'ailleurs, il faut aussi garder à l'esprit qu'une petite entreprise, souvent, quand ils vont inviter les syndicats à négocier, ils n'auront jamais de retour. Ça arrive assez souvent. Donc, on prend notre exemple de notre entreprise, il n'y a pas eu de syndicat, donc aucun candidat au premier tour, donc on a une carence au premier tour. Donc, dans ce cas-là, on organise son second tour, et il y aura peut-être des candidats, et s'il n'y a aucun candidat, toujours à ce second tour, dans ce cas-là, on constate la carence pour les élections du CSE, et on remplit le procès-verbal de carence qu'on envoie sur la téléplateforme pour les élections professionnelles. Tout se fait en ligne, maintenant. Il n'y a plus besoin de s'embêter avec les formulaires ou autres. Tout peut se faire en ligne. Donc ça, c'est très important de ne pas oublier cette carence parce que, on va revenir un petit peu en arrière à l'époque du Covid, par exemple. Lorsqu'on fait une demande d'aide publique et notamment, par exemple, d'activité partielle,
il faut y joindre l'avis du CSE. S'il n'y a pas de CSE, à cause d'une carence, il faut envoyer le procès-verbal de carence à la place pour démontrer qu'on a bien fait cela. Si jamais on n'est pas en capacité de présenter cela, en plus de reconnaître publiquement qu'on a commis un délit d'entrave, on ne touchera pas les aides. Donc il ne faut surtout pas oublier ce procès-verbal de carence, qui est une simple formalité administrative qui se fait très rapidement sur Internet. Et donc ce procès-verbal de carence, on le fait au second tour, à la fin du second tour. Ça ne sert à rien de le faire au premier tour, parce que si on le fait au premier tour, il va falloir refaire au deuxième tour, ce qui serait répétitif, alors qu'on peut tout faire d'un coup à la fin du deuxième tour. Oui, puis en plus, il manquerait une partie quand même, parce que... C'est ça. Ouais. Très clair. Alors, on a terminé avec la partie aide candidat. Je ne sais pas si tu as vu, mais on a pas mal de questions sur notamment... qu'est-ce qu'on a? Que se passe-t-il lorsque 2 seuls titulaires cadres et non cadres, aucun suppléant, ne font plus partie du CSE? Donc là, on parle de démission, j'imagine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe par rapport à la ça, créance? c'est très bien comme question parce qu'on n'avait pas évoqué le sujet. Lorsque vous perdez plus de la moitié de vos titulaires, alors gardez toujours à l'esprit que quand un titulaire part, il est remplacé par un suppléant. Donc il faut toujours épuiser toute la base de suppléants. Donc si on perd plus de la moitié de ces titulaires ou qu'un collège électoral n'est plus représenté, dans ce cas-là, il faut organiser des élections partielles. C'est automatique, l'employeur doit lancer l'organisation d'élections partielles. Et dans ce cas-là, on ne refait pas tout. Hein. On prend le même protocole d'accord préélectoral qui existait, on remet à jour les listes électorales et on relance une élection pour les postes vacants, les postes de titulaires vacants. Et une fois que ça est fait, les élus, ils ne sont pas élus pour un mandat de 4 ans, ils seront élus pour un mandat, la durée du mandat qui reste à courir jusqu'aux prochaines élections. J'ai oublié de dire, on fait ça s'il manque plus de la moitié des titulaires ou si un collège électoral disparaît en totalité, à la condition qu'il n'y ait pas une nouvelle élection qui soit prévue dans un délai de 6 mois. Si vous avez une élection qui est prévue dans 4 mois, on ne se met pas avec les élections partielles, on passe directement à l'élection suivante. À l'élection suivante, exactement. Et du coup, pendant le laps de temps, là, les 4 mois qui restent, qu'est-ce qu'on fait? On fait on dit qu'il y a carence ou tant pis, c'est comme ça et c'est la vie? C'est comme ça. Ok, ça marche. Et il y avait une autre question sur la protection du salarié protégé. On a dit que c'était 6 mois hein, à partir du moment où il se présente. La question, c'était, est-ce que dans le PAP, on peut réduire cette période? Non, c'est d'ordre public. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas renoncer, que ce soit par contrat, par accord collectif ou peu importe la raison. Certains salariés, parfois protégés, demandent justement ce type de réduction, même après, quand notamment ils veulent négocier des ruptures conventionnelles. La rupture conventionnelle en tant que salarié protégé, la procédure est beaucoup plus longue, passer d'à peu près 5 semaines à au moins 2 mois. Donc, certains salariés peuvent vouloir renoncer à leur protection, ça n'est pas possible. Très clair. Merci beaucoup, Kevin. Alors, la troisième partie, c'est sur les votes et les résultats. La première question, c'est la plus simple. Hein. Comment se déroule le vote et puis, comment mettre en place le vote électronique, si jamais ça peut intéresser quelques auditeurs. Alors, comment se déroule le vote? Là aussi, le Code du travail ne prévoit pas grand-chose. On renvoie systématiquement vers le protocole d'accord préélectoral. Le législateur, dans ces cas-là, n'a pas voulu fixer tout un tas de règles et a voulu laisser les partenaires sociaux se débrouiller pour pouvoir faire ça au plus simple, au plus près, au plus petit échelon au niveau de l'entreprise. Donc, on vérifie le protocole d'accord préélectoral pour avoir le déroulement du vote. Alors, ça ouvre quelques interrogations à ce niveau-là. Je pense à certains cas qui ont pu se présenter parmi nos clients. Vous avez, par exemple, un vote qui est prévu de 10h à 18h. Un vote physique. Si à midi, tout le monde a voté, le protocole d'accord préélectoral disant que le vote finit à 18h, on ferme le bureau de vote à 18h, même s'il n'y a plus de votants entre midi et 18h. Donc, on respecte scrupuleusement le protocole d'accord préélectoral. Le protocole peut prévoir également au niveau des opérations de vote un vote par correspondance, surtout quand vous avez des salariés qui peuvent être éloignés du site, même si ça se voit de moins en moins avec le vote électronique qu'on verra tout à l'heure. Mais c'est possible de le prévoir dans le protocole.
On peut le voir souvent pour des questions de coût parce que le vote électronique passe par des sociétés spécialisées. Ça a un coût et parfois l'employeur, dans les très petites entreprises, va préférer passer par du vote par correspondance si vous avez des salariés éloignés. Donc, vote par correspondance possible. Par contre, le vote par procuration, lui, n'existe pas. Donc, on ne peut pas le prévoir. Il n'existe pas pour le CSE. Le vote par procuration, au niveau du code électoral, il est quand même assez encadré, il est assez protégé. Vous passez sur des élections habituelles à la gendarmerie, à la police, au tribunal, vous avez quand même tout un tas de vérifications qui sont faites. L'État ne met pas en place ce type de vérification pour les élections du CSE, donc pas de vote par procuration possible. Donc, vote, pour le déroulé du vote, on vérifie le protocole d'accord préélectoral. Pour le vote électronique, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut faire extrêmement attention à vérifier s'il existe un accord collectif permettant le recours à ce vote électronique. La mise en place du vote électronique, elle ne se fait pas dans le protocole d'accord préélectoral, elle se fait dans un accord collectif à part. Donc, avant ce protocole d'accord préélectoral, l'employeur doit négocier un accord d'entreprise pour la mise en place du vote électronique. Et ça n'est qu'à défaut d'accord, à partir du moment où l'employeur a tenté loyalement une négociation, que là, l'employeur pourra mettre de façon unilatérale, par une décision unilatérale, le vote électronique. Mais qu'on soit sur un accord ou une décision unilatérale, ça se fait avant le protocole d'accord préélectoral. Donc, on parle de tentative loyale de négociation. Le Code insiste toujours sur le terme loyal. C'est pour éviter que l'employeur, qui n'a pas envie en fait, de négocier, fasse juste pour l'image, pour le symbole, sa négociation, mais qui en réalité n'a pas l'intention de négocier. Il veut mettre en place tel qu'il l'a pensé et il le met en place. Donc ça, non, il faut vraiment une tentative loyale, même si pour pouvoir démontrer la déloyauté de la négociation, c'est toujours très compliqué et assez délicat. Donc, gardez à l'esprit, vote électronique, on a vraiment un texte, un accord, une décision unilatérale qui est vraiment à part du protocole d'accord préélectoral. Ok. Juste une petite précision sur le vote par correspondance. Est-ce qu'il peut être prévu en l'absence de pape? Il y a forcément un protocole d'accord préélectoral parce que si jamais il n'est pas négocié, l'employeur le fait lui-même. Tout seul, d'accord. C'est très bien de poser la question, justement, en plus, parce que je n'ai pas pensé à vous préciser quelque chose. Alors, merci, Julie. Procuration, il y a un piège. Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans les élections américaines qui ont lieu aujourd'hui. Donc, comme ça a le côté actualité. Aux États-Unis, vous avez des votes par correspondance et dans certains États, les votes sont annulés si vous oubliez de mettre une enveloppe dans l'enveloppe dans laquelle vous envoyez. Donc là, c'est un petit peu pareil. L'employeur doit assurer le secret du vote. Donc, lorsqu'on fait un vote par correspondance, il faut savoir qui l'a envoyé, mais sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément prévoir 2 enveloppes. Une enveloppe dans laquelle on met le bulletin la personne pour qui on vote. Donc, qui confirme vraiment collé, pas comme les enveloppes qu'on a quand on va voter, qu'on plie juste. Il faut vraiment qu'elle soit fermée et collée ou scotchée. Et cette enveloppe, on la met dans une autre enveloppe qui, elle, sera envoyée à l'entreprise. Le coût, ces enveloppes étant pré-timbrées, le coût revient entièrement à l'employeur, mais ne pas oublier ces 2 enveloppes qu'il faut envoyer aux salariés quand on fait de la procuration et non pas une. Merci, Kevin. Ça fait un peu penser aux élections de parents d'élèves. C'est pareil, il faut mettre des enveloppes dans des enveloppes. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte. Parfois, des employeurs font ça et oublient complètement cette 2e enveloppe. Sauf que là, vous n'assurez pas le secret du vote et votre élection peut être oubliée. Oui. La question suivante, comment calcule-t-on la représentativité syndicale? Alors, cette question, avant on va y répondre, mais ça va nous permettre également de vous rappeler qu'il existe un quorum pour ces élections au premier tour. Au premier tour, votre élection est valable, la personne sera élue, que si le nombre de votants est égal au moins à la moitié des électeurs inscrits sur la liste. Pas des votants, vraiment des électeurs inscrits. Sinon, vous n'avez pas le quorum, vous allez au second tour. C'est pour ça que parfois, vous avez certains syndicats, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous avez une entreprise, 30 votants, vous vous présentez avec votre étiquette syndicale, vous êtes seul à vous présenter, sauf que vous n'avez que votre voix, vous passez au second tour parce que vous n'avez pas le quorum. Par contre,
Au deuxième tour, il n'y a pas de quorum. Donc là, vous serez élu. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Dans tous les cas, ce premier tour, il va être très important, même si le quorum n'est pas atteint, parce qu'il va permettre de calculer ce qu'on appelle la représentativité. La représentativité, grosso modo, c'est le pouvoir octroyé à un syndicat de pouvoir signer un accord. Un syndicat qui est dit représentatif, il a le droit de signer un accord. Un syndicat qui n'est pas représentatif, il n'a pas le droit. En d'autres termes, un syndicat qui est représentatif, il pourra nommer un délégué syndical, alors qu'un syndicat qui n'est pas représentatif ne pourra nommer qu'un représentant de section syndicale, qui lui peut participer à la négociation des accords, mais ne peut pas les signer. Donc, pour connaître la représentativité lors de cette élection, il est nécessaire de se placer au premier tour et uniquement au premier tour. Et sera représentatif tous les syndicats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. Ça, c'était un petit peu une révolution quand ça a été mis en place, parce qu'avant, vous aviez une représentativité automatique pour les 5 grands syndicats, alors que dorénavant, il faut démontrer qu'on mérite cette représentativité. Donc, il faut démontrer d'avoir réalisé au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Et vraiment exprimés. Dès lors qu'on a nos 10%, on est représentatif et on peut nommer un délégué syndical. Ça marche. Et comment sont attribués les sièges, du coup? Alors ça, par grande chance, la téléplateforme en ligne vous aide à faire le calcul, parce que le calcul est extrêmement complexe. Et alors, pour me souvenir des surfaces, je suis très mauvais en mathématiques, mais c'était une galère monumentale de remplir les surfaces. Donc, pour vous expliquer comment on fait, donc, on attribue à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies. Pardon, excusez-moi, je la refais, c'est très complexe. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient 2 fois le quotient électoral. Donc, pour faire au plus simple, si vous avez 10 sièges, s'il y en a un qui a eu 60%, il aura 6 sièges. S'il y en a un qui a eu 40%, il aura 4 sièges. Ensuite, s'il y en a un qui a eu 65%, et bien là, ça va être un petit peu plus complexe. Il va falloir partir sur des quotients électoraux, où là, le logiciel vous le fera automatiquement parce que c'est assez complexe. C'est très, très compliqué à calculer. Mais en fonction des dixièmes ou des centièmes à l'arrondi supérieur, en fonction des arrondis, par exemple, entre 0 et 0,4 ou 0,5 et 0,9, vous allez avoir un siège qui va aller à tel ou à un tel. Je vous rassure, le calcul se fait automatiquement désormais. Oui, bah, j'imagine, oui. Merci beaucoup. Alors, comment l'employeur doit-il informer les salariés des résultats des élections? Alors, très simplement, par simple affichage. Ouais. Lorsque les résultats sont proclamés, l'employeur doit remplir des modèles de procès-verbaux. Tout ça se fait en ligne et ça édite automatiquement le procès-verbal. Et donc, ce procès-verbal, il suffit de l'afficher sur un panneau d'affichage. Le panneau d'affichage qui est obligatoire dans toutes les entreprises. J'allais dire, non, j'en ai un derrière, mais c'est dans une autre pièce. Donc, on peut le mettre sur ce panneau d'affichage ou sur un autre, sachant que lorsqu'on a un CSE, le CSE dispose d'un panneau d'affichage. On n'est pas là-dessus. Le panneau d'affichage du CSE est réservé au CSE, donc il faut vraiment un autre panneau d'affichage. Prenez un panneau, vous divisez en 2, partie CSE, partie employeur, et vous le mettez là-dessus avec tous les autres documents qu'on a parlé tout à l'heure, mais dont je ne vous ai pas évoqué l'obligation d'affichage, c'est-à-dire le protocole d'accord préélectoral, l'accord pour le vote électronique s'il y a, et puis vous pouvez rajouter votre convention collective, parce que n'oubliez pas que ça fait partie des affichages obligatoires. Ça marche. Et quand on a des salariés en télétravail 100%, comment on leur indique les résultats? Alors, l'affichage permet de prévenir tous les salariés. Après, il est bien dans ces cas-là d'avoir un intranet dans lequel vous pouvez mettre
l'ensemble de vos obligations d'affichage. Et donc également les conventions collectives en version PDF Les que vous conventions pouvez trouver collectives, sur Jury Travail, tout à fait. exactement, et téléchargez-les régulièrement parce que les conventions collectives, ça change très souvent. Certaines ne bougent pas trop, mais là, on a parlé des arrêtés de représentativité tout à l'heure, ça fait partie des premiers articles de votre convention collective. Un nouvel arrêté de représentativité, il vous faut une nouvelle convention collective. Oui, d'ailleurs, ouais. Je me permets juste de dire que depuis 2 mois maintenant, on a ajouté une option dans notre abonnement justement dédié aux juristes qui permet de recevoir par mail les évolutions des conventions collectives. Donc en fait, à chaque fois que votre convention collective a évolué, vous allez recevoir un mail qui vous explique ce qui a changé. C'est vrai que c'est un vrai gain de temps pour y voir plus clair et pour être au clair avec la loi. C'est ça. Et surtout, quand on est abonné chez nous, on dispose de ça et on a aussi nos conventions, là, pas toutes les conventions, mais les plus importantes qui sont entièrement résumées, ce qui vous évite de fouiller parfois 200, 300, voire 600 pages pour la métallurgie qu'on a fait il y a quelques temps. La Syntec aussi, elle est pas mal. Bon, c'était la dernière question pour les votes et la partie vote et résultats. On va se lancer dans la partie vrai-faux. Alors, je vous réexplique le principe. Je pose une vérité qu'on entend et Kevin me répond par oui ou par faux. Et ensuite, on passera à vos questions. Il y en a beaucoup, donc j'ai peur d'en avoir loupé. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes, on demandera à Kevin et ses collègues de vous rappeler si jamais vous avez laissé votre numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas fait, Marine vous a envoyé un petit lien dans lequel s'inscrire et dans ce cas-là, on pourra faire le lien entre votre question, votre numéro de téléphone et vous serez donc rappelé par nos juristes. La première question, Kevin, du vrai-faux. Un salarié représentant de l'employeur peut se présenter comme candidat? Alors, la question arrive souvent, même si ça peut paraître étrange, parce qu'il y a une incompréhension parfois avec une décision du Conseil constitutionnel. Donc, c'est totalement faux. Un salarié représentant de l'employeur ne peut pas se présenter comme candidat parce qu'il serait à la fois membre du CSE et il aurait la possibilité de présider le CSE. En réalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 novembre 2021, n'a pas changé cette règle. Au niveau du salarié représentant l'employeur peut se présenter, ne peut toujours pas. Par contre, ce qui a été changé, c'est que les salariés assimilés à l'employeur ne sont plus exclus de l'électorat. Donc, ils ne sont pas éligibles, mais ils sont électeurs. Un salarié représentant l'employeur doit donc être dans la liste électorale, peut voter, mais ne peut pas se présenter. Très clair. Donc, un salarié représentant de l'employeur, c'est par exemple quelqu'un du service RH, un membre du CODIR, voilà. Exactement. On va souvent avoir la DRH, oui. Voilà, ou le DRH, pardon, ou effectivement quelqu'un du CODIR, pour X ou Y raison. Très bien, merci beaucoup. Deuxième vrai-faux. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur n'est pas obligé d'organiser les élections si aucun salarié ne se porte candidat dans les 30 jours suivant l'information de l'ouverture des candidatures. Alors, c'est faux. En fait, ça, c'est lié à une problématique d'interprétation entre la Cour de cassation et le gouvernement. Donc, l'administration, en fait, effectivement, il y a eu d'un côté une interprétation large de l'administration, d'un autre côté une interprétation très stricte du Conseil constitutionnel, pas de la Cour de cassation, pardon, et l'administration a modifié le procès-verbal pour justement clarifier les choses. Donc, lorsqu'aucun salarié ne s'est porté candidat, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, aucun candidat dans les 30 jours suivant la diffusion de l'information, l'employeur est uniquement dispensé d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral. Mais par contre, il n'est pas dispensé de l'élection. Donc en fait, la dispense ne vaut que pour l'invitation des syndicats à la négociation du protocole. L'employeur fait le protocole lui-même. Par contre, il le fait et il fait l'élection derrière. Ok. Très clair. Il y avait une question tout à l'heure de Julie sur l'accord préélectoral. Là, quand il y a de la négociation du PAP, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'échanger, mais ça me fait le lien. Qu'est-ce qui se passe de l'accord préélectoral quand il n'y a pas de réponse des organisations syndicales lors de la négociation du PAP? Alors, lorsque aucun syndicat ne répond,
Dans ce cas-là, l'employeur élabore le protocole seul. Et si jamais les syndicats répondent mais ne viennent plus négocier, l'employeur fait ça seul. En fait, tout ça a été très logique, c'est pour éviter des situations de blocage où l'employeur se retrouvera en délit d'entrave derrière. Très clair. Alors, je reviens sur les vrais-faux. Un candidat présenté par un syndicat qui n'obtient pas les 10% nécessaires pour être représentatif peut malgré tout avoir un rôle dans les futures négociations. Et en fait, tu as répondu tout à l'heure. Vrai ou faux? C'est vrai parce qu'un candidat, effectivement, ne sera pas délégué syndical, il sera représentant de section syndicale. Et dans ce cas-là, il devra être invité aux négociations. Il ne signera pas, mais il pourra négocier. C'est clair. Très bien. Et la dernière, je crois, en cas d'absence d'accord lors de la négociation du PAP concernant la répartition des salariés au sein des différents collèges, la DRETS doit être saisie. C'est vrai. Si jamais il y a un désaccord lors de la négociation du PAP au niveau de la répartition des salariés au sein des différents collèges, la procédure est assez simple. Il n'y a pas besoin de saisir le tribunal. Il n'y a pas besoin... quand ça bloque, ça bloque. Donc, dans ce cas-là, il y a une solution plus rapide qui a été mise en place que le tribunal, c'est la saisine de la DRETS. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'administration qui se chargera de cette répartition. Très clair. Merci beaucoup, Kevin, pour ces vrais-faux. J'espère que c'était des questions que vous vous posiez, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent aux oreilles de Kevin. Donc c'était important pour nous de vous les partager. On va passer à quelques questions. Juste avant d'aller plus loin, je vous ai mis en lien 2 dossiers sur les élections du CSE. Une pour la partie pro, une pour la partie CSE, pour justement bien comprendre tout ce qu'on vient d'expliquer. Et puis, vous avez l'ensemble des modèles de l'aide, des modèles de contrat et aussi les formulaires CERFAS qui vous seront utiles pour l'organisation de ces élections. Et sur la slide suivante, j'ai également mis l'ensemble des modèles de lettres et de contrats. Vous voyez, il y en a beaucoup dans la base documentaire de Jury Travail. N'hésitez pas à y piocher toutes les informations dont vous avez besoin. C'est un vrai gain de temps. On vous assure que ces modèles sont à jour et du coup, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Et c'est vrai que c'est un vrai gain de temps. Kevin, les questions, on va en prendre 2 ou 3 parce qu'il est déjà 14h52, on est un peu en retard. Et j'espère que tu as encore un peu de voix pour pouvoir y répondre. Bien sûr. Alors, bonjour. Si un salarié ne précise pas dans son courrier de candidature s'il souhaite se présenter en tant que titulaire ou suppléant, quelle position à adopter? Revoir avec le salarié pour lui demander de préciser. Là, je n'ai pas connaissance de jurisprudence à ce niveau-là. S'il n'y a pas de réponse du salarié, il s'est présenté. Donc, si ça respecte les conditions du protocole d'accord préélectoral, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter sa candidature, et ce sera forcément ton titulaire. Mais normalement, il vaut mieux le recontacter pour éviter tout litige, pour qu'il précise clairement s'il est titulaire ou suppléant. Oui. Même si on s'en rend compte une fois que l'inscription est terminée, on le recontacte, on lui demande quoi. On triche un peu. Ouais, ok. En cas de dépassement du seuil suivant de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, alors qu'un PV de carence a eu lieu 2 ans avant, faut-il organiser des élections ou attendre le terme des 4 ans? Alors, il faut attendre le terme des 4 ans, sauf si un salarié demande l'organisation d'élections. On n'a pas évoqué ce sujet, mais lorsque vous avez un procès verbal de carence, n'importe quel salarié de l'entreprise peut demander à ce que soit réorganisé des élections. Donc là, il suffit juste de demander cette nouvelle élection, pas besoin d'attendre la fin des 4 ans. Par contre, l'employeur, si on ne lui demande rien, 4 ans après, lui devra de lui-même organiser de nouveau des élections. Ok, très clair. Alors, question d'Alison. Bonjour, pourriez-vous préciser comment conclure l'accord pour le vote électronique en l'absence de CSE dû à une carence? Alors, s'il n'y a pas de possibilité de faire d'accord, notamment à ce niveau-là, il y avait le nombre de salariés, je crois, moins de 20, je crois, qu'il avait mentionné. Ouais, c'est sur la question d'après là, il n'y avait pas de nombre de salariés. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est comme n'importe quel accord. Donc, s'il n'y a pas de délégués syndicaux, on voit en dessous, est-ce qu'il y a un CSE pour pouvoir négocier, oui ou non, ou dans ce cas-là, il y a le référendum d'entreprise. Dans le cas de ce vote électronique, il n'y a pas de jurisprudence à notre connaissance concernant
l'absence de partenaires pour négocier. Les textes nous parlent de négociation loyale. À défaut, on peut le faire par décision unilatérale. Là, on partirait sur le même principe. Pas de négociateur pour pouvoir faire cela. Dans ce cas-là, on peut faire une décision unilatérale. Un petit peu comme ce qui existe pour le télétravail. Ouais, ok. Alors, on va prendre une dernière question. Par exemple, la question de Claire. Si aucun salarié n'est syndiqué dans l'entreprise, devons-nous procéder à la convocation des syndicats ou pouvons-nous procéder à la carence pour le premier tour et organiser par la suite le second tour pour ouvrir à tous les salariés? La convocation, l'invitation des syndicats est obligatoire. Donc, vous devez inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral. S'ils ne répondent pas, l'employeur fait seul son protocole. Ensuite, l'employeur doit faire ses 2 tours. Donc, il organise son premier tour, même s'il y a 99% de chances qu'il n'y ait aucun candidat. Mais on ne sait jamais, un salarié peut se syndiquer jusqu'à la veille ou même le jour même du dépôt des listes. Et ensuite, s'il n'y a pas de candidat au premier tour, il organise son second tour. Mais on ne saute absolument pas une étape parce qu'il n'y a pas de syndicat ou aucun syndicat n'a répondu. Dans le même genre de questions, pour sauter les étapes, peut-on organiser le second tour le même jour que le premier s'il n'y a pas de liste des OS? Non, vous avez 15 jours maximum d'écart entre les deux, mais pas le même jour. D'accord. Ça, c'est pas possible parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a forcément un délai raisonnable entre les deux. Il faut que des salariés puissent se porter candidat à ce second tour. Imaginez un salarié qui sera absent, jour de repos ou peu importe la raison, il serait dans l'incapacité de se porter candidat pour ce second tour. Ouais. Donc, il faut quand même un délai entre les deux. Un petit peu de temps, quoi. Très clair. Merci beaucoup, Kevin. Alors, merci à tous pour toutes ces questions. Marine vous a envoyé un lien pour que vous puissiez tester notre abonnement et poser votre question donc à l'équipe de Kevin. Ils vous répondront rapidement. Je vous remets une slide sur les abonnements, mais je pense que vous avez compris. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui sera sur les entretiens d'évaluation annuelle et les entretiens professionnels. Ça sera le mardi 19 novembre. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Encore un grand merci à Kevin, c'était très clair. Merci Marine sur le chat et puis à bientôt pour la prochaine webconférence. À bientôt.